À tous, donc Gaëtan Nédonché, je suis psychologue clinicien et je viens vous parler aujourd'hui des effets de la psychologie dans le management en essayant peut-être d'aborder deux grands axes principaux qui sont d'une part la question des discours, c'est-à-dire à quel discours on est confronté dans l'institution, comment on peut y répondre et lesquels on peut utiliser aussi pour répondre et pour se rendre compte de notre management. Et puis un deuxième axe qui sera sur la question du diagnostic de management et du rééquilibrage, en fait, comment on peut apporter des solutions en tant que cadre à une équipe qui va mal, par exemple. Donc c'est sur ces deux pans-là qu'on va pouvoir intervenir. Donc, évidemment, ça paraît toujours un peu paradoxal de faire intervenir un psychologue dans un cours de management, évidemment, parce qu'après tout, on pourrait se dire que ce sont des champs assez différents, d'autant plus que les psychologues eux-mêmes sont certainement une vraie catastrophe à manager. Donc, ça paraît parfois un petit peu absurde. Pour autant, et par bien des aspects, hein, les personnes qui ont élaboré les concepts psychologiques ont toujours souligné la pertinence de les appliquer au champ du management. Donc, psychologie et management sont intimement liés. On se rappelle tous que les enseignements de la psychologie sont utiles aux managers à différents niveaux, ça on le sait, la psychologie clinique, qui apporte des éclairages lorsque le cadre est face à lui-même, la psychologie sociale dans ses rapports aux autres, et bien sûr la psychologie du travail, pour ce qui relève du rapport à l'organisation. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui être mis face à soi-même afin de mieux comprendre certainement quels impacts nos pensées, vos pensées, votre comportement, vos émotions ont sur vos pratiques managériales. Évidemment, une fois qu'on a fait cela, le cadre peut également mieux penser sa relation aux autres en ayant conscience des mécanismes comme l'influence, le besoin de conformité, les conditions de la communication persuasive. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup à apprendre de la psychologie en général et spécifiquement de ces champs-là, mais évidemment, n'oublions pas la psychologie du travail sur les questions de motivation, de développement, de leadership, etc. Bon. Ce ne sont pas ces choses-là que l'on va traiter là aujourd'hui. Ça, je pense que vous aurez d'autres interventions sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on va plutôt tester une autre approche, qui est donc celle de ce qu'on pourrait nommer la psychopathologie du lien social. C'est une sorte de mix entre effectivement le discours social, de la psychologie sociale, de la sociologie, et de la psychologie clinique, pour en faire une psychopathologie du lien social. Alors évidemment, pourquoi aborder tout cela? Parce que le cadre est toujours dans une position complexe. Il est dans une position complexe parce qu'il est souvent le pont entre la direction et les équipes. Il y a d'un côté la pression au résultat, la pression à l'opérationnalité, il faut être efficace, et de l'autre côté une réalité humaine qui est parfois marquée d'un impossible de réalisation. Et donc dans bien des cas, le cadre se retrouve à une place de punching ball d'un côté et de l'autre. Et donc la psychologie là-dessus va nous enseigner, vous nous enseignez quelque chose qui va pouvoir nous aider à nous dégager de ce champ-là, inextricable parfois. Sur cette question du punching ball et de cet entre-deux, je pense que la première chose, c'est toujours de s'en dégager. Il ne faut pas prendre comme ça à bras-le-corps en disant c'est normal, c'est mon job, je vais en prendre plein la tronche, etc. Non. Là, il faut faire attention. Un des enseignements de la psychologie clinique, et sociale d'ailleurs, c'est que si je crois que l'autre est un crétin, alors il a plus de chances de le devenir.
Si tout le monde pense que vous êtes un punching ball, alors vous échapperez pas à ça. Donc il faut essayer de transmettre d'autres choses. Donc il faut jouer de l'esquive. Autrement, vous allez très vite être aigri et vous allez commencer à être sur la défensive, hein, bien sûr, et personne ne peut tenir très longtemps ainsi. Donc pour ça, évidemment, les gens vont être très attentifs à ce que vous dites. Et ça, c'est un premier point. C'est d'abord votre langage. Même avant de parler de discours, votre langage, il a beaucoup d'importance. Pour comprendre le langage, on va remonter tout en haut et on va parler du fondateur même de la linguistique, Ferdinand de Saussure, et qui arrive, lui, avec le langage, à une nouvelle conception du sujet. Il considérait la langue, lui, comme un système de signes. Donc, évidemment, le signe, ça doit non seulement être connu, mais ça doit être aussi repérable par rapport aux autres. Et effectivement, il y a ces deux aspects dans la langue qui sont prétendument simples, mais c'est autre chose à mettre en pratique. On voit bien le nombre d'incompréhensions qu'on peut encaisser, ne serait-ce que dans des échanges de paroles. Selon Ferdinand de Saussure, la langue n'a d'utilité que si elle est supportée par quelqu'un. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ça n'a d'utilité de parler que si vous parlez en tant que cadre. Parce que c'est comme ça que vous allez être entendu. Donc la langue n'a d'utilité que si elle est supportée par quelqu'un, et quelqu'un qui la mettra en action. C'est-à-dire le fait que ce soit vous qui parlez. Parce qu'évidemment, si on est bien d'accord que ça ne servira à rien de connaître une langue si on ne la parlait pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut la mettre en action afin de transmettre quelque chose au moyen d'une parole. Donc il y a ces trois aspects. Il y a d'une part, elle doit être supportée par vous, le cadre, qui la mettra en action, c'est-à-dire qui va la dire, cette parole, dans le but de transmettre quelque chose. Et donc, là, il faut se dégager du champ peut-être trop perso, en disant, attention, c'est pas à moi, Pierre, Paul, Jacques, qu'on dit ça, c'est au cadre. Donc, je réponds en tant que cadre, avec toute la bienveillance, quelque part, peu importe ce que moi j'en pense. Qu'est-ce que le cadre doit en penser? Et là, on réduit, effectivement, la parole à une chose importante, c'est-à-dire qu'on réduit la parole à un acte individuel de volonté et d'intelligence. Donc tout ce que vous direz, ça sera considéré comme un acte individuel de volonté et d'intelligence. C'est-à-dire que c'est bien vous, cadre, qui allez dire cela. Et il sera cette résonance-là. Donc ce qui nous implique que déjà, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas la personne qui parle et la personne qui parle en fonction de la situation. Vous voyez? Ça marche pas. C'est pas ça qu'il faut retenir. Cependant, il est vrai qu'il y a une différence parfois entre ce qu'on dit et ce qui est compris. Et il y a une différence entre le sujet qui parle et le sujet dont on parle. Et ça, c'est une distinction très importante que l'on va faire maintenant. C'est ce que Ferdinand de Saussure nommera un sujet de l'énonciation et un sujet de l'énoncé. Au fond, le sujet de l'énonciation, tel qu'il nomme, c'est celui qui parle. Donc nous, quand on parle, on a des sujets de l'énonciation. Seulement, le fond de ce qu'on dit, c'est le sujet de l'énoncé. Tout simplement, pour donner l'exemple, c'est que si vous savez, l'enfant qui dit ah mais non, j'ai mal au ventre. Et alors, ça, c'est le sujet de l'énonciation, c'est j'ai mal au ventre, c'est ce que tout le monde entend. Ce que le parent entend petit à petit, c'est j'ai pas envie d'aller à l'école. Ça, c'est le sujet de l'énoncé. Et donc, il y a toujours une différence entre cette chose-là, ça c'est sûr. Et donc, dans notre approche, on comprend que cette différence peut porter à l'ambiguïté. Et pourtant, c'est l'approche la plus simple.
puisqu'on la comprend tous que ce qu'on dit n'est pas forcément exactement ce qu'on ressent ou ce qu'on veut. Mais il y a un autre pan à cette approche, c'est que l'énoncé et l'énonciation peuvent être liés à la même personne, dans le cas du cadre. Même dans l'interaction à l'autre, ça veut dire que je m'explique. C'est que si vous parlez de Paul, par exemple, en réunion, vous allez parler beaucoup plus de vous que de Paul. Et donc, on doit s'interroger constamment sur ces deux niveaux de conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement ce qui est compris, il y a aussi ce qui est inconscient, malgré tout. Et donc, c'est fondamentalement le principe d'une rencontre. Effectivement, la rencontre rend compte. Elle rend compte de quoi? Elle rend compte de ce que nous sommes. Donc, la première donnée est là. La première donnée, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il faut d'abord se rencontrer soi. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais c'est pas là-dessus dont on va qu'on va développer, c'est pas du tout sur ce point-là qu'on va développer. Mais je vous donne quand même cette phrase un petit peu, qui peut-être pourra vous aider à élaborer sur cette question-là, qui est une phrase de Nietzsche, tout simplement, qui nous dit ceci: « Je ne vous enseigne pas l'amour du prochain, mais l'amour du plus lointain. » Alors déjà, on est un peu surpris qu'il nous dise ça. Et il ajoute: « Je voudrais que la présence du prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami à l'intérieur de vous. Je voudrais que la présence de votre prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami à l'intérieur de vous. » Donc, c'est-à-dire que toutes nos actions, quand même, toutes nos rencontres, tous les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dépendent de ce qu'on pense, de ce qu'on reconnaît de l'autre en nous. Donc sur ce point-là, voilà, on pourrait beaucoup développer ce point-là, mais il faudrait qu'on ait la journée. Et c'est vrai qu'en asynchrone comme ça, on ne peut pas aller très très loin. Donc parce qu'on n'aurait pas le temps et bon, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser d'ici là. Mais je vais du coup faire un grand saut pour arriver à la question du discours. C'est ce dont on veut parler déjà en première partie ce matin. Donc, vous l'aurez compris, tous les éléments là qu'on se donne depuis maintenant visent en fait à affiner le plus possible notre regard. Et par-delà notre regard, notre positionnement. Et d'intégrer que ce positionnement que vous allez adopter aura des conséquences lourdes sur les équipes qu'il vous faut manager. On l'a dit un peu plus haut, c'est que la fonction de cadre obligeait à une certaine position. Une position en étau, si on pourrait dire. Pris entre les besoins de l'équipe et les désirs de la direction. Et donc, on va tenter de formaliser ces deux extrêmes en les constituant en tant que discours et par conséquent, vous laissez un choix de manœuvre quant à la réponse à ces différents discours. Donc Lacan, Jacques Lacan, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Jacques Lacan, c'est, on pourrait dire, le Freud 2.0, c'est-à-dire qu'il a mis un peu au goût du jour Freud, beaucoup en France, pas que, mais beaucoup en France, il était français de fait. Et donc, il repense un peu les choses et nous dit, il identifie lui 4 discours dans la société. Le discours du maître, le discours hystérique, le discours universitaire et le discours de l'analyste. Donc peut-être qu'avant d'entrer dans le détail, on va essayer de comprendre ensemble ce que Lacan entend par discours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de discours? Alors quand on parle de discours, il ne faut pas se tromper. Un discours, c'est quelque chose d'une façon d'être. On pourrait dire ça comme ça. On va déjà citer une première phrase de Lacan qui va essayer de nous faire un peu entrer dans le sujet. Lacan dit ceci: « En fin de compte, il n'y a que ça, le lien social. Je le désigne du terme de discours parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le désigner dès qu'on s'est aperçu
que le lien social ne s'instaure que de s'ancrer dans la façon dont le langage se situe et s'imprime. Se situe sur ce qui grouille, à savoir l'être parlant. Donc, pour résumer, c'est-à-dire que le discours, finalement, c'est une façon d'être à l'autre. C'est une façon de faire avec son lien social, quel qu'il soit. Pour le dire autrement, on pourrait dire que le discours, c'est ce qui sert à faire tenir les hommes ensemble. Et on voyage entre ces 4 discours constamment. On pourrait dire, quand on dit faire tenir les hommes ensemble, il faudrait se dégager peut-être d'une version trop sociologique. C'est-à-dire que ça dépasse la question du faire groupe, ou du faire bande. Il est davantage question ici d'un assemblage langagier, plutôt. Une sorte de régulation entre les humains. On est tous obligés de réguler les désirs et les pulsions individuelles, sinon on serait asocial. Il y a donc chez Lacan une proposition de référer ces discours au langage, puisque les humains, en tant qu'êtres parlants, sont sous l'emprise des pulsions, enclins donc à la dérégularisation des pulsions. Et donc nous sommes tous, on va dire, travaillés de pulsions, à défaut d'instinct, et il n'y a rien qui fonde l'ordre en dehors de la culture et donc du langage. Et donc Lacan dira même que nous sommes prématurés, puisqu'on arrive à la naissance démunis du langage. Alors pour comparer avec ce que je dis, Lacan est un peu technique, donc on va faire des allers-retours. Le langage, c'est le premier élément de castration de l'homme. C'est-à-dire que le langage, au début, on ne s'en sert pas du tout puisqu'on ne l'a pas. Vous voyez l'enfant, quand il veut quelque chose, il pleure. Et il a ce qu'on lui donne. Peu à peu, le parent interprète le cri de l'enfant en disant, bon, ça c'est un cri parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de quelque chose, ou ça c'est un cri de caprice. Et pourtant, c'est un cri dans les deux cas. Et donc, on revient à notre différence entre le signifiant et le signifié, l'énonciation et l'énoncé. On arrive à interpréter ces signes-là. Bon. L'enfant, le bébé, en tout cas, est encore un être de pulsion. On ne pourrait pas aujourd'hui se comporter comme des enfants. Il y en a qui le font, de fait. Mais on serait insupportable, on serait très, très, très asociaux. Même s'il peut nous arriver encore de faire des caprices. Le fait est que, peu à peu, l'enfant se dégage de cette position de toute puissance, et ça vient avec l'idée que l'enfant acquiert du langage. Vous voyez, au lieu de crier, on va dire à l'enfant, qu'est-ce qu'on dit? Oui, le mot magique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette configuration où je pleure, j'ai. Il y a la configuration où je dois me soumettre à un protocole, une sorte de code, qui va faire que je vais pouvoir avoir ce que je veux. Ben, finalement, le discours, c'est cela. C'est ça qui fonde le discours. C'est comment user de code, de codification, pour finalement obtenir ce qu'on veut. Toute la question est donc de toujours définir ce qu'on veut. Donc chaque discours, on va les développer de toute façon, introduit des choses autorisées, des choses interdites. Donc chaque discours représente un nouveau mouvement d'aliénation et de séparation. On renonce à quelque chose, mais on gagne autre chose. Alors, pour avancer un petit peu, on va directement aller aux 4 discours. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a le discours du maître, le discours de l'université, le discours de l'hystérique et le discours de l'analyste. Lacan propose à chaque fois un mathème. On va essayer, je vais vous partager l'écran, ça va être plus simple.
Voilà. Donc, les mathèmes, ça représente un petit peu, oui, ce que je mets un petit peu en grand là, cette sorte d'équation, qui est donc quelqu'un qui est mis en place d'agent. Donc l'agent, c'est celui qui va porter l'action. Hein. Donc c'est celui qui porte le discours, en réalité. Ici, on mettra toujours le lien à l'autre, en réalité, à qui ça s'adresse, ce discours. Et sous la barre, ici, vous avez toutes les conséquences que ça produit. Qu'est-ce que ça produit en vérité? Et qu'est-ce qui est attendu? En fait, quelle est la conséquence de cela? Et où se situe finalement la vérité dans ce discours? Donc dans chaque discours, si on remonte un peu, vous allez retrouver les termes. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, hein, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche. Les termes donc S1, S2, S barré, petit a. Alors tout simplement, S1, c'est ce qu'on appelle le signifiant maître, c'est-à-dire dans chaque discours, il y a un maître, et donc il est mis à une place. Le S2, c'est le savoir, chaque discours produit un savoir, donc c'est le S2. Le S barré, c'est le sujet, tout simplement, c'est-à-dire c'est vous, nous, moi, tout le monde, voilà. Et le petit a, c'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on appelle l'objet cause du désir, c'est-à-dire c'est ce après quoi on court. Bon, je vais très très vite là-dessus, mais il faut, voilà, on va le reprendre de façon pour chaque discours. Donc le discours du maître, alors on va tout de suite aller au mathème, et on va le dire. Alors le discours du maître, donc on a le S1, forcément discours du maître, le signifiant maître étant 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le discours du maître, je l'écris ici, est un discours de pouvoir. C'est celui qui va produire des règles et des lois en combinant ordre et force. Parfois, il faut utiliser un discours du maître en tant que cadre. Le but est donc de disciplinariser les corps, c'est-à-dire vous devez suivre ce règlement. C'est pour cela qu'on appelle ça le discours du maître, le discours numéro 1. C'est la discipline. C'est ce qui est dans l'éducation, déjà. Donc, évidemment, parfois, c'est poussé à l'extrême dans le management. C'est comme ça qu'on a les pays de dictature, principalement fascistes, hein, où le corps est mis en avant, le corps doit obéir. Complètement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pour reprendre ce mathème, donc, ici, nous pourrons dire, j'écris ça ici, je le commente, que le S1 est en position d'agent, donc c'est lui qui porte l'action, d'accord? Et il produit, on pourrait dire, du savoir. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Donc c'est le maître qui sait et l'autre qui applique quelque part. La conséquence de cela, c'est que ici en produit, vous avez l'objet petit a. Vous savez, c'est le fameux, donc l'objet qui nous manque, mais c'est le fameux, vous savez, je sais ce qui est bon pour toi. Le maître sait ce qui est bon pour les autres dans ce discours-là. Et donc, par conséquent, ici, le S barré, il est complètement tout seul, puisqu'il est séparé de son manque. C'est-à-dire que c'est le maître qui l'organise complètement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il y a le discours du maître, on ne demande pas à l'autre de réfléchir. On demande à l'autre d'obéir. Effectivement. Donc ça, c'est un discours du maître. Et parfois, il faut s'en servir, effectivement. L'exact opposé du discours du maître, c'est le discours hystérique. Ici, on voit bien que le S barré, il est en première position. Ça veut dire que ce qui compte avant tout dans le discours hystérique, c'est ce que pense le sujet. Et ce sujet-là, qui va interroger le S1, donc il va interroger le maître, là en l'occurrence l'autorité, donc vous. Vous allez avoir des agents qui directement vont vous remettre en cause. On va dire que l'hystérique demande au maître la justification de son savoir sur elle-même. Elle le met au défi, elle l'interroge. Et donc on imagine bien que le maître, il n'est pas ravi d'entendre ces questions-là. Vous savez, ça c'est quand même tous les gens qui viendront toujours vous contester, quoi que vous disiez, finalement. Donc c'est-à-dire que là, on a le S barré directement qui s'adresse au S1, donc au signifiant maître. Donc ce qui se passe au niveau inconscient, donc sous la barre, c'est que, évidemment, l'objet petit a,
Donc l'objet cause du désir est évidemment complètement séparé du savoir, puisque ici c'est le sujet qui produit le savoir. Pour vous donner un exemple psychopatho, vous savez, quand on parle de grandes hystéries, déjà il faut penser, hein, quand on parle d'hystérie, il faut faire attention, il n'existe pas que de l'hystérie féminine, hein. L'hystérique, avant tout, c'est une construction. Donc, une construction perso. Donc, il y a bien des hommes hystériques, hein. Aucun problème là-dessus. J'allais presque dire en management, il y en a sûrement plus, même, d'ailleurs. Des agents qui contestent l'autorité. Donc, mais pour vous donner l'exemple. Vous voyez, une patiente que j'avais, autant pour moi, hystérique, qui était à l'hôpital et qui était marquée d'une cécité spontanée. Donc, elle était devenue aveugle d'un coup. Le médecin lui fait évidemment les tests, etc. Et bah, effectivement, le test revient négatif. Il n'y a pas de lumière en réalité qui passe, donc elle est bien aveugle. Et il lui dit, bon, bah, je vais tenter un truc, ça va marcher, etc. Ok, donc il lui met des produits, tout ça. Et sans qu'on ait pu attendre les résultats, la personne retrouve la vue, mais par contre, elle devient sourde. Et instinctivement, automatiquement, il y avait toujours quelque chose qui mettait donc le savoir du médecin en échec. Dès qu'il avait trouvé, pouf, ça le mettait en échec. Et donc ça, c'est l'hystérie au point de vue de la pathologie, bien sûr, mais au point de vue des personnes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, si vous mettez en face d'elle un discours du maître, ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce que du coup, ça va tout le temps s'opposer. Donc ça, c'est important de le connaître. Vous avez ensuite le discours universitaire. Alors, un petit mot sur le discours universitaire. Donc, c'est la disciplinarisation des savoirs. Donc, les savoirs, on se rappelle, au temps d'Aristote, sont principalement le droit et la médecine. Et donc, quelque part, il y a une sorte, aujourd'hui, d'exagération du savoir, où il faut être homologué pour tout, hein. C'est-à-dire, il faut toujours un diplôme pour tout. Et effectivement, on est accompagné du moment où on est au moment où on meurt par des professionnels. Et donc effectivement, que même mourir devient un travail pour des pros. Donc le discours universitaire, lui, donc marche au savoir. Il donne des normes. C'est un discours qui nous oblige, en fait. Et nous voyons là aussi que si le discours universitaire n'arrive pas à sa fin, il peut recourir à l'ordre. Nous trouvons donc dans la même logique que le discours du maître. Alors vous voyez par exemple, vous êtes là en études pour devenir cadre. Et nous, on vous dit, ben voilà, pour être cadre, il faut savoir ceci, savoir cela. Et quelque part, on vous dit, un cadre, c'est ça. Et donc, là, il faut bien qu'il y ait un certain discours qu'on appelle de l'université. On pourrait l'appeler discours du savoir, en réalité. Et donc, vous avez peu de distance entre ce que vous êtes vous et ce qu'est un cadre. Et donc, on voit bien que bah, au moment où vous ne marchez plus dans ce savoir, effectivement, il y a l'ordre qui revient, puisqu'il y a les notes qui tombent, et puis il y a les sanctions, enfin les sanctions dans le sens où bah, j'ai pas mon diplôme, quoi. Donc il y a quand même une certaine obligation à intégrer un certain nombre de savoirs. Et là aussi, il faut faire attention à s'y retrouver en tant que personne. Donc là, dans le mathème, je vous le dis, hein, les mathèmes, c'est vraiment juste à titre informatif, hein, les apprenez pas par cœur, mais essayez de retenir par contre l'esprit du discours. Donc le S2 est mis en place d'agent, puisque le S2 c'est le savoir, qui s'adresse directement à ce qui vous manque, l'objet petit a, forcément, puisque vous êtes apprenant, là il vous manque encore les connaissances de cadre, donc le savoir va s'adresser à ça. Et donc là, pour le coup, ça produit du sujet S barré, c'est-à-dire ça va produire pour vous des êtres cadres, si on peut dire ainsi. Et là, pour le coup, le discours du maître, c'est-à-dire que c'est en fait la vérité dans tout ça, c'est que c'est quand même un discours du maître. C'est-à-dire qu'il y a quand même une obligation à disciplinariser le corps de ce côté-là. Ou au moins l'intellect, du coup. Donc voilà pour le discours universitaire. Et enfin,
Le discours qui peut vous sortir un peu de tout ça, qu'on appelle le discours de l'analyste, qui vous servira beaucoup dans votre affrontement du discours hystérique. C'est-à-dire que le discours de l'analyste est un discours atypique par le fait que l'objet petit a, comme on voit dans le mathème en bas, il est en place d'agent. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on met le désir, donc ce qui manque, on désire que ce que l'on manque, hein. Donc c'est la première fois qu'on met le désir en place d'agent, en première place. Donc c'est lui qui va dicter le discours. Donc il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes à qui on parle, effectivement. Et donc on retrouve en dessous que de fait, ça produit, c'est ça qui fait autorité le S1 et en bas, et la vérité du côté du savoir. C'est-à-dire que finalement, pour le comprendre ainsi, on va dire que ça va donner ça. C'est-à-dire que dans votre écoute des personnes, vous pouvez d'abord partir de ce qui leur manque. Vous voyez, vous mettez le petit a en place d'agent. De ce qui leur manque, et ça va donner déjà des personnes. C'est-à-dire que vous allez être moins du côté c'est un cadre qui parle à un employé, mais vous allez plus vous rendre compte que vous arrivez à toucher quand même la personne derrière ça. Qu'est-ce qui vous manque? Et donc, au fond, c'est ça qui va vous guider dans le discours hystérique, c'est de partir des besoins de cette personne-là. Ça sera beaucoup moins, pardonnez l'expression, mais ça va être beaucoup moins casse-gueule pour vous. Si vous dites à une personne, ça va pas, mais de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, ouais, ça marchera pas tout le temps. Alors que là, en mettant la personne comme ça, c'est la personne qui va vous mettre comme une place de quelqu'un qui sait. C'est ce qu'on va appeler le sujet supposé savoir, puisque vous allez comprendre les difficultés qui vous sont exposées, et donc vous allez être mis dans une place de sachant. Et donc là, vous aurez plus de chance, effectivement. Mais vous êtes obligé d'utiliser ce discours. Donc, que nous montre ce mathème? Donc, sinon, que l'objet, cause du désir, met au travail le sujet, tout ce qui nous manque à nous tous, hein, bien sûr. On nous manque tous des choses. Hein. Et qu'il produit le S1, donc il produit le signifiant mais, c'est-à-dire ce à quoi les gens sont attachés, qu'est-ce qui les gouverne, quel manque les gouverne. Et pourtant, nous voyons également que le savoir n'a pas de lien avec le signifiant mais, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui disons c'est ça, il faut que tu fasses comme ça, c'est qu'on part de ce qui gouverne les gens, disant oui, mais toi, tu vois, peut-être est-ce que tu vois un peu les choses comme ça, et ça, peut-être ça te rend un peu malheureux, quoi. Et donc, ça montre aussi toujours d'expliquer aux gens notre démarche. C'est très important. Bon, ensuite, il y a les dialectes du discours de la science et du discours capitaliste. Je vous en fais l'économie, parce que là, ça va être hors propos. Donc, je reviens là. Donc, au fond, entre ces 4 discours, il faut constamment voyager. Il faut constamment voyager pour essayer de faire tampon du mieux possible et de façon la plus apaisée possible. J'allais dire parfois le cadre, à travers ces discours-là, on pourrait tirer ça, c'est qu'il y a 2 manières d'intervenir auprès d'équipes, c'est qu'effectivement, il y a la manière pédagogique et il y a la manière andragogique. Et effectivement, souvent, il faudra que vous fassiez usage d'andragogie. C'est-à-dire la pédagogie, c'est vous dites aux gens, ben voilà, vous faites ça, 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 et vous avez l'objectif en vue. L'andragogie, ça va plutôt être d'expliquer aux gens, de dire, écoutez, on doit aller là, on va essayer de vous l'expliquer, et ensuite, on va, en donnant les objectifs de façon commune, pardon, vous allez pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Parce que si vous faites faire aux gens des choses sans qu'ils sachent pourquoi, c'est plus compliqué quand on a affaire à des adultes, effectivement. Voilà pour les discours. Donc c'est pas la manière la plus simple, mais enfin, ça peut vous donner des idées. Ajoutons à cela en plus les personnalités de chacun, effectivement. Donc bon, là aussi, on n'a pas trop le temps de pouvoir développer ça. On va aborder maintenant la question
si on va quand même faire un petit point sur les personnalités parce que c'est quand même important. Donc on va imaginer, on va essayer de répertorier 3 types de personnalités qu'on peut trouver dans le monde entier, hein, et donc par conséquent dans le monde de l'entreprise. Je les calque sur les modèles de la psychopathologie et on va essayer de les développer. On appartient tous à 3 types de personnalités, pas à une des 3 en tous les cas, et on y est tous d'une manière ou normalisée ou d'une manière pathologique, sans trop entrer dans le détail. Donc la première partie, c'est effectivement la névrose. En fait, les 3 sont névrose, psychose, perversion. Et on ne peut pas agir exactement de la même manière avec ces 3-là. Et donc là, il faut sentir ces choses-là. Mais je vais vous en donner quelques mots. Et ça va vous aider pour adapter votre discours, effectivement, à la personne, quand même. Sans trop viser l'explosion, quoi. Donc, pour imaginer cela, on va imaginer que la névrose, c'est une sorte de camembert, si on peut dire ainsi, une sorte de camembert auquel il manque une part. Vous savez, ce fameux objet petit a dont on parlait tout à l'heure. Donc, cette part qui manque, on imagine que ce camembert-là, toute sa vie, il va chercher à trouver cette part qui manque là à sa vie. Il va trouver des choses, et ça rentre plus ou moins bien dans la part qui manque. Donc, ça peut être des projets. Vous voyez, souvent, je vais d'abord passer tel diplôme, ensuite, je sais pas, je vais faire telles études, après, je vais acheter une maison, après, je vais trouver quelqu'un, je vais fonder une famille. Et il y a toujours des projets derrière qui continuent, en réalité. Ensuite, mais en même temps, c'est bien parce que le jour où il n'y a plus de projet, c'est le jour où le névrosé est très malheureux, du coup. Donc c'est pas si mal. Autre chose, c'est que, on va le dire comme ça, c'est que le névrosé, il court toujours après quelque chose, et au fond, il rêve de posséder ce qui lui manque, quoi. D'où, parfois, on a des gens qui rêvent d'être propriétaires, quoi, vous voyez. On mise sur l'objet énormément. L'objet qui manque. Bon, ça, c'est la névrose, voilà. C'est 80% des gens. Hein. Voilà. Ensuite, il y a la psychose. Il ne faut pas se tromper, la psychose, c'est pas que pathologique. Il y a des psychoses très normalisées, hein, vous savez. Et tous les gens un peu excentriques, etc., en réalité, correspondent à quelque chose de la psychose. Donc, ne pas confondre psychotique et psychiatrique. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. En psychiatrie, il y a des névrosés aussi. Donc, dans la psychose, si on reprend notre camembert un petit peu là, avec la part qui manque, le psychotique, lui, il accepte pas le fait qu'il y ait une part qui manque. Donc, il va mettre comme s'il mettait le torchon sur cette part qui manque. Et donc, c'est une façon de voir au monde sans, non, moi je ne manque de rien, quoi. Je ne suis pas très concerné par tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec les règles, notamment. C'est-à-dire, vous allez lui mettre un enclos de règles, il attend que ça pour pouvoir sauter au-dessus. Donc on met le torchon et donc on tord un petit peu la réalité pour que ça corresponde à ce que nous on veut. Donc ça arrive effectivement. Et c'est là où il faudra aussi user de stratégie pour essayer quand même d'inclure quelques règles à ces personnes qui ont beaucoup de mal avec ça. Et puis vous avez la perversion qui elle, s'identifie à la part qui manque chez l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 effets à cela. C'est que d'une part, ça va être des gens qui vont énormément décompléter les autres. Alors, pas par la manipulation et tout ça. Hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est pas une structure, c'est un symptôme. Il y a des pervers narcissiques qui sont névrosés.
Donc, en fait, c'est un mot un peu savant pour dire connard, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de... Ouais. En fait, il y a des personnalités très différentes dans les pervers narcissiques. Donc, la perversion, c'est pas ça. La perversion, c'est vraiment quelqu'un qui va venir pointer chez vous ce qui manque et se proposer de le combler. Ce qu'on appelle le déni du manque, parce que l'inconvénient pour lui, c'est que comme il n'est que la part qui manque chez l'autre, il n'a plus rien du reste du camembert. Donc il est dans un vide absolu. Pour vous donner un exemple de perversion, j'étais il y a quelques années avec un chef de service qui en fait a perdu son fils en accident de surf. Et son fils qui avait 16 ans, je crois. Et donc, il y avait un pervers dans l'unité qui n'a rien trouvé de mieux que lui envoyer un poisson rouge avec une image du grand bleu. Vous voyez, ça, c'est la perversion. On n'est pas dans la manipulation, on est juste dans le faire mal, quoi. Sans s'en rendre compte, sûrement d'ailleurs, mais bon. C'est décompléter l'autre, tout simplement. Et donc, voilà, ça, c'est à peu près les trois structures un petit peu qui peuvent se retrouver. Hein, voilà. Très bien. Le fait est que on va poursuivre sur la question du diagnostic, comme on disait tout à l'heure. Donc, le diagnostic du management et les solutions qu'on peut y apporter. Le premier travail, on pourrait le dire comme ça, du cadre, qui découvre une entreprise, qui découvre où il doit travailler, c'est d'établir quand même un état des lieux. Un état des lieux précis et argumenté de la situation. Car aucune action, aucun changement ne peut être construit sans un diagnostic partageable et partagé par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire équipe de direction, encadrement et bien sûr les équipes. Donc cette première phase déterminante va me permettre au cadre de confronter la problématique posée par sa direction ou par ses équipes. Notre entreprise ne va pas bien parce que ceci. Nos salariés sont démotivés parce que ceci. Il nous faut absolument une organisation comme celle-ci parce que, etc. Voyez. Avec la réalité qui est propre à chacun. Rappelez-vous l'énoncié et l'énonciation. L'idée est donc de repérer à quelle énonciation cet énoncé fait écho. Ou pour le dire autrement, où est-ce que ça ne va pas? Le choix de la méthode utilisée pour élaborer le diagnostic n'est évidemment pas neutre. Et parfois, on applique ce principe, pas toujours très sérieux, qu'on pourrait nommer on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc l'intuition n'est donc pas pour rien dans la décision de l'intervenant de sortir tel ou tel outil. Ça, il faut le savoir. Pourquoi on sortirait le stéthoscope plutôt que le tensiomètre? Donc il ne s'agit pas, jamais dans un diagnostic, de chercher à justifier par une rationalisation suspecte la méthode choisie, mais bien de choisir la méthode qui permettra d'établir le diagnostic le plus pertinent. Donc là, on peut se rappeler les discours de tout à l'heure et ne pas s'identifier au savoir que le maître produit, vous savez, ni de devenir l'instrument de défouloir d'une équipe en souffrance. C'est-à-dire, d'un côté, vous aurez un discours du maître et d'un côté, un discours hystérique. Discours du maître parce que c'est vous qui donnez le savoir. Il faut faire comme ça. Et en même temps, le défouloir d'une équipe, c'est-à-dire que vous allez adopter un discours hystérique. Donc là, il ne s'agit pas de prendre complètement l'un ou l'autre, bien sûr. Donc, je vais vous proposer un modèle de vision qui s'appelle le modèle RSI. Réalité, réel, symbolique, imaginaire. Ça, c'est l'une des méthodes
de diagnostic, relativement peu utilisé, finalement, bien que facilement communicable auprès des dirigeants et des salariés d'entreprise. Donc ce modèle, il est librement inspiré, évidemment, de ce que Jacques Lacan a appelé le nœud borroméen. Et donc, on va partir de son fonctionnement afin de saisir comment ces notions s'imbriquent dans le fonctionnement d'une personne, et ensuite, nous en ferons l'application au monde de l'entreprise. Alors, je vais essayer là aussi, peut-être de vous... Non, je vous ferai un petit truc après, je vous partagerai le schéma. L'imaginaire, comme première instance de registre, comme son nom l'indique, c'est un registre qui a à voir avec la notion d'image. On pourrait dire que c'est la version, et là on parle des personnes, cette fois, pas encore de l'entreprise. Mais... qui a à voir, donc, on va dire, c'est une version très unifiée de l'image qu'on peut avoir de nous ou des autres. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se balade dans la rue, qui croise une autre personne et qui dit « Ah, c'est l'amour de ma vie ». Et c'est comme ça, très imagé, très unifié, très parfait, en réalité. Ça, c'est l'imaginaire. On en a tous, et heureusement. Le symbolique, lui, est un registre qui va inclure tout ce qui a trait à la socialisation. Et donc au langage. On revient au langage. C'est ce qu'on appelle le déjà là. En effet, quand nous naissons, il y a déjà énormément de codes qui existent. Pour se comprendre et pour communiquer, il va donc falloir intégrer tous ces signes pour exister dans la société. Donc ça, c'est le symbolique. Et le réel, curieusement, le réel, on va le définir ainsi, c'est tout ce dont on ne peut pas parler. Prenez l'exemple de quelqu'un qui vous croise dans la rue et qui vous pousse par terre et qui s'en va. Vous savez ce moment de sans-voix, vous savez. Vous n'arrivez pas à passer dessus. Il vous faudra que vous parliez de cette scène avec un nombre de détails impressionnants, dans une sorte de répétition. C'est-à-dire, mais tu te rends compte, je ne le connaissais pas, ce gars. Il arrive, il me pousse et il se barre. Et il y a un moment où on ne sait pas quoi dire, quoi. Donc c'est ce dont on ne peut pas parler. C'est pour ça qu'on dit ça, du réel. C'est ce moment du sans mots, sans voix. Et pourquoi on le répète, pourquoi on raconte ça ensuite à nos amis? Parce qu'on va tenter de symboliser, justement, ce réel, c'est-à-dire le mettre en mots. Donc si on ne parvient pas à faire cela, c'est là que le traumatisme s'installe. Donc dès lors qu'on parle de violence, on peut l'envisager comme étant ce réel que nous affrontons et qui nous échappe sans pour autant nous épargner. C'est donc quelque chose qui, de l'extérieur, vient résonner avec quelque chose à l'intérieur de nous. Ces trois dimensions-là, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires puisque l'entreprise dans laquelle travaille un cadre, c'est un champ où se regroupent ces trois dimensions qui vont s'entrelacer et s'influencer les unes aux autres. Ces trois dimensions que l'on ne rencontre pas seulement dans toute collectivité humaine, famille, association, parti politique, équipe de football, mais aussi dans l'entreprise. De même que ces trois dimensions doivent être présentes et équilibrées chez un être humain en bonne santé mentale, elles doivent l'être également dans une organisation efficace et performante. On va dire chez l'humain, trop d'imaginaire égale psychose, trop de réel égale perversion, trop de symbolique égale névrose. Donc adaptons ça à l'entreprise. Le réel, pour l'entreprise, c'est la capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont et à ne pas se masquer les problèmes. On pourrait évaluer la volonté de l'entreprise d'accepter le réel au nombre de capteurs qu'elle aura mis en place
pour appréhender l'environnement, pour appréhender le marché, les produits, les consommateurs, dans le cadre d'une intelligence économique, une veille technologique, une veille concurrentielle, une veille sociologique, un audit social, peu importe. Si aucun de ces capteurs n'est posé, la perception qu'entretient l'entreprise d'elle-même sera forcément biaisée. Par exemple, notre produit est le meilleur, notre force commerciale est unique, c'est nos concurrents qui sont nuls. Notre produit n'a pas bougé depuis 10 ans, mais nos clients nous suivent et nous suivront toujours. Si on ne confronte pas de telles croyances à la réalité, le risque est grand de prendre pour argent comptant une illusion d'entreprise, qui n'existe que dans la tête des dirigeants, en réalité. Et c'est un bon moyen de ne jamais se remettre en question, parce que si un jour tout s'écroule, et c'est ça le réel, c'est le jour où tout s'écroule, parce que plus rien n'est en phase avec la réalité du monde, et donc on se prend quelque part une grosse claque dans la figure, une entreprise peut se retrouver à genoux, véritablement, si elle ne tient pas compte de ce réel. L'autre réel auquel l'entreprise peut avoir affaire, peut être aussi les nouvelles dispositions, les nouvelles mesures qui viennent parfois frapper de plein fouet toute une équipe. Donc là aussi, le cadre doit s'assurer d'encadrer ce réel, qu'il vienne de la direction, des équipes ou de l'extérieur. S'il ne le fait pas, il peut vraiment mettre à mal l'ensemble de ses équipes. Et c'est sûrement ce qu'il y a de plus important à noter. Anticiper le réel, c'est quand c'est possible, l'encadrer et le parler. On rappelle que le jour où le réel n'est pas parlé, donc il y a un manque du mot, ça donne un traumatisme. Et les entreprises traumatisées, ça fait des dégâts. Alors bien sûr, la mise en place de capteurs ne suffit pas. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais prévoir. Dans de nombreuses entreprises, vous savez, confrontées à des crises, on observe une forte propension au déni, une certaine aptitude à faire abstraction, en fait, des signaux émis par les capteurs, surtout s'ils sont négatifs. C'est ainsi que dans les premiers mois de la crise, par exemple la crise économique, les banquiers et les traders ont continué à se comporter comme si les arbres allaient monter jusqu'au ciel, quoi. Alors que la catastrophe était clairement annoncée et déjà amorcée. Dans le même ordre d'idées, quand on relit les déclarations de certains dirigeants de grands groupes de promotion immobilière sur la correction en douceur, là, au prix dans l'Hexagone, c'est pareil, il y a un déni. L'exemple aussi, par exemple, un grand groupe de presse qui voit son chiffre d'affaires lié à l'achat d'espaces publicitaires pour les offres d'emploi, qui baisse vertigineusement et dont les dirigeants s'obstinent à répéter que la publicité va revenir. Elle n'est jamais revenue, définitivement captée par Internet. Il aurait suffi un peu de discernement pour s'en apercevoir. Donc l'exemple d'aveuglement collectif sont légion, hein. On a plein. Hein. Car l'entreprise a souvent tendance à se masquer de la réalité, parce que la réalité va les obliger à changer, va les obliger à bouger, à se remettre en question, à remettre en question sa stratégie, sa structure, ses systèmes. Or, elle n'y est pas forcément prête, et le changement fait peur. Donc le cadre, via l'état des lieux, que lui demande d'établir formellement ou informellement la direction générale, a pour mission de faire surgir cette réalité. Et donc l'audit, par exemple, s'il est réalisé selon les règles de l'art, va révéler des éléments que souvent l'entreprise ne souhaitait pas appréhender. De la même manière qu'un individu peut hésiter ou retarder l'instant d'une prise de sang pour ne pas écouter le diagnostic de son diabète ou son cholestérol. Donc ça, c'est le réel. Alors, ouais. Donc finalement, on pourrait dire ça, c'est que le cadre doit quand même se doter d'une certaine dose d'honnêteté
Et il doit proposer à l'entreprise de se regarder dans un miroir non déformant, même si elle préfère se voir dans un miroir plus agréable, et elle pourrait s'assurer qu'elle est belle, en bonne santé, performante, etc. Bon. Donc ça, c'est important. Ça, c'est ça l'avantage du modèle RSI, c'est qu'il ça propose une analyse quand même de situation au travers des 3 dimensions. Bon. On va continuer sur les 3 dimensions. Le symbolique. Le symbolique en entreprise, c'est ce qui relie les choses entre elles. Ce qui socialise, comme on disait tout à l'heure, qui crée du lien entre les gens, autrement dit les codes, le langage. Nous ne pouvons pas vivre ensemble en société si nous ne respectons pas l'essentiel des rituels de cette même société. Chaque entreprise a sa symbolique singulière, chaque entreprise a son rite, son langage. Chacun, même s'il n'adhère pas à toute cette symbolique, est obligé de la reconnaître, voire même de s'y soumettre, s'il veut intégrer par l'institution et par son propre groupe de travail. On trouve toutes sortes, vous savez, de tribus dans le monde professionnel. D'un métier à l'autre, les codes sociaux peuvent changer du tout au tout. Entre une start-up et une énorme société, deux autres sociétés qui peuvent être amenées à embaucher la même population, de jeunes ingénieurs par exemple, ou de techniciens, les mœurs professionnelles n'ont que très peu de rapport. Dans un cas, le jean est de rigueur absolue, dans un autre, il est absolument proscrit. Dans les jeunes pousses, donc la start-up, le tutoiement est universel. Dans la grosse boîte, il est réservé aux pairs. Paye à IRS. On verra des rollers ou des skateboards posés sur la moquette des bureaux dans les start-up et des clubs de golf dans ceux des très grosses boîtes. Dans un cabinet d'avocats, on emploiera le vous et le prénom. Dans une entreprise du bâtiment, on dira Dupont et tu. C'est assez drôle. Les pots, les repas de fin d'année, les séminaires de travail, les grands-messes, comme on appelle ça, les réunions sont d'autant de circonstances où les rituels de la tribu entreprise se déploient. Le langage employé est également un marqueur de la culture ambiante. Ça, c'est important aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que chaque entreprise a ses propres codes. Le cadre, lui, devra prendre en compte la problématique de la symbolique dans sa méthodologie. S'il ne respecte pas les codes de l'entreprise, si son mode d'intervention s'écarte trop des habitudes ritualisées, il risque d'être rejeté, voire même brutalement éjecté. On dira alors que le cadre choque, qu'il n'est pas adapté aux us et coutumes et qu'il vaut mieux qu'il s'en sépare. Donc le mode d'intervention du cadre doit donc respecter les codes et les manières de faire, avec cette problématique paradoxale que si le cadre s'adapte totalement et parfaitement au symbolique de l'entreprise, et donc finalement à sa culture, il n'y aura pas de changement possible non plus. Donc là aussi, il faut se slalomer. On dit qu'un consultant doit créer un électrochoc. Le paradoxe, c'est qu'un électrochoc trop important va être vécu par le malade entreprise comme insupportable. Si quelqu'un meurt dans l'opération, ce sera souvent le consultant qui sera expulsé, pour cause d'intervention trop directe, trop énergique. Réveillez-moi, a voulu sans doute dire l'entreprise. Réveillez-moi, mais pas trop brutalement. Si c'est trop dur, si c'est trop violent, je ne la supporterai pas et je me séparerai du docteur. Qui va être trop impertinent ou trop pressé du point de vue de l'institution. Et cela, là est le paradoxe, même si ce rituel est perçu par un grand nombre comme nocif et entraînant peu à peu l'entreprise à sa perte. Donc ça, c'est l'histoire du symbolique. L'imaginaire, qui est la dernière dimension du triptyque, il sera, lui, défini comme l'idée de la toute-puissance, comme l'idée du tout est possible. Est-ce que je ne suis pas Zorro? Est-ce que je suis le futur Bill Gates? Je suis le futur millionnaire. Je suis le futur champion de la performance.
Je suis votre leader, votre sauveur. Je suis un précurseur, un innovateur. L'imaginaire dans l'entreprise de plusieurs natures. Il peut être fait de projets, d'objectifs ambitieux. Il peut s'incarner dans une politique de recherche, dans des perspectives de développement. Il passe par le prestige de l'entreprise, le charisme du manager, l'image du dirigeant. Vous voyez, dans les entreprises patrimoniales et familiales, l'imaginaire se nourrit souvent de la saga des pères fondateurs. Chacun peut se sentir partie prenante de cette grande aventure, pour peu que la direction et le management aient le talent de le faire vivre. C'est tout l'art, vous savez, du ce qu'on appelle le storytelling aujourd'hui, qui est mis à toutes les sauces d'ailleurs, cette dimension romanesque qui aide les collaborateurs de l'entreprise à s'investir. Dans une start-up, l'imaginaire peut se déployer tout autrement. Il peut s'agir de réitérer l'exploit de Bill Gates, comme on le disait, ou plus près de nous, celui des fondateurs de Google. Dans une entreprise spécialisée dans le recyclage de déchets, les vieux papiers ne font pas rêver. Mais un bateau qui porte le nom d'une entreprise de recyclage dans une course à voile, si. Les grands groupes créent des fondations humanitaires qui portent leurs couleurs, parce qu'ils ne visent pas autre chose que susciter l'imaginaire positif autour de leur marque. On passe dans l'entreprise quand même un certain nombre d'heures, on s'y investit, dès lors, celle-ci est fortement et forcément porteuse d'un imaginaire individuel et collectif. Pour être capable de travailler dans l'entreprise, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir avec elle, s'identifier à elle, voire en être fier. Et donc, à la suite du dirigeant, dont cela devrait être une des missions essentielles, le rôle du cadre ne consiste-t-il pas à être créateur d'imaginaire, à apporter éventuellement l'entreprise à cette part de rêve qui lui manque? Donc, l'idée dans tout cela, c'est que le modèle RSI, effectivement, propose l'analyse des situations à travers les 3 dimensions de réalité, de symbolique et d'imaginaire, qui, dans une organisation performante, sont équilibrées. Quand il y a dysfonctionnement, c'est le plus souvent au détriment de l'imaginaire. L'entreprise, dans le déni, on va dire, de la réalité, ne propose plus ni projet ni ambition et se raccroche au rite, au symbole. Se raccroche donc au symbolique. Le consultant, lui, doit rééquilibrer le système et n'a pas la tâche facile. Parce que pour permettre aux acteurs de l'entreprise de construire des solutions, il faut trouver le bon équilibre pour lui-même. Donc, je vais essayer de vous partager un document pour vous le mettre en schéma. Hop. Voilà. Alors, je vous repartage là. Voilà, donc on imagine, on va faire nos choses, c'est que on a noté dans l'entreprise un premier cercle qu'on nomme le réel. On nomme ensuite donc le réel, c'est-à-dire un peu les chutes un peu de l'entreprise et le déni du réel va donner la chute de l'entreprise, comme on vient de le voir. Ensuite, on a ici ce qu'on va nommer donc l'imaginaire. Et enfin, on va nommer ici le symbolique. Donc, tous les codes, etc. de l'entreprise. L'idée, dans une harmonie parfaite, c'est que
ça se croise tout ça, en fait. Ça se croise. Alors, on va essayer de faire des contours. Non, ça change rien. Et donc, ça se croise dans le sens où le manager doit être absolument au cœur de ces trois dimensions-là. Donc, il doit absolument être au centre, là où tous les anneaux se croisent en réalité. Là, ça devient intéressant. Et donc, je vais essayer d'enlever peut-être, si on voit mieux, sans couleur. Voilà. À mon avis, on verra un peu mieux parce que... Donc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où les trois se croisent. Je vais vous trouver un schéma qui est peut-être un peu mieux fait parce que celui-là, il est un peu à l'arrache. Alors, hop. Je vous en trouver un autre qui va être mieux fait parce que je croyais qu'on verrait mieux, mais pas tellement. Donc, je vais vous en sortir un qui va vous aider à comprendre. Là, normalement, j'en ai un quelque part. Voilà, on va en trouver un. Donc, hop. Ça marche. Donc, alors, ce schéma-là, je vais vous le partager. À mon avis, ça va être plus simple pour vous. Bon, j'espère que tout va bien. Hein. C'est pas simple hein, comme notion non plus. Voilà. Donc, je vais vous le partager celui-là. Voilà. Donc, je vais l'agrandir. Donc là, vous voyez nos trois cercles. Il y a un moment où ils se croisent ici, là où vous voyez peut-être le petit A au centre. Donc, on s'en fiche de la légende, hein, parce que ça, c'était pour expliquer autre chose aux étudiants psy. Mais, donc, vous avez vos trois anneaux, et il y en a un où vraiment il y a le centre et le petit A. Ben, j'allais dire, le manager, lui, le cadre, il doit toujours être là. Il doit toujours tempérer la partie du réel, parce que on voit bien dans ce schéma que le réel impacte l'imaginaire et impacte le symbolique. On voit bien que le symbolique impacte le réel et l'imaginaire, et on voit bien que l'imaginaire impacte le réel et le symbolique. Et donc, l'idée, c'est de toujours trouver l'équilibre. S'il y en a un qui prend trop de place, si le réel prend trop de place, par exemple, alors il chutera l'imaginaire et le symbolique. C'est pareil pour si l'imaginaire prend trop de place, il causera du réel, forcément, puisqu'il y aura la chute, et il va tuer le symbolique. Et toujours, tout est comme ça. Donc, et quelqu'un qui insiste trop sur les codes, effectivement, trop dans le symbolique, et ça ne marchera pas non plus. Donc l'idée, c'est de toujours trouver où est le déséquilibre. Tac. Voilà. Donc je reprends mon document. Voilà. Donc effectivement, par rapport à ces trois dimensions, que sont donc le réel, le symbolique et l'imaginaire, l'intervention du cadre peut se produire dans un contexte de fort déséquilibre. Au fil des 20 dernières années d'intervention du pratique du modèle RSI, les dysfonctionnements les plus fréquents ont été sur la négation de la réalité. Donc, c'est-à-dire une hypertrophie du symbolique et donc une hypotrophie de l'imaginaire. Généralement, d'ailleurs, ces trois dysfonctionnements vont de pair. Il resterait donc à déterminer un petit peu laquelle est en hypertrophie pour comprendre laquelle est en hypotrophie. Ou l'inverse, d'ailleurs. Donc vous avez trois types de choses. Donc vous avez d'abord la négation du réel, comme on le disait. Donc si l'entreprise a des problèmes, c'est qu'elle n'a pas mis en place le minimum de veille nécessaire, qu'elle n'accepte pas de se voir comme elle est, qu'elle n'est pas capable de regarder la réalité en face, et elle peut arriver
il peut arriver que la réalité soit largement connue et partagée même par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, mais que l'entourage d'un dirigeant fasse écran et cache soigneusement cette réalité. L'hypotrophie de l'imaginaire, donc c'est les maîtres mots de l'entreprise, hein, vous savez, surtout en période de crise, sont souvent des réductions de coûts, plan social, création de valeur pour l'actionnaire, etc. Pas moyen de faire rêver ni de mobiliser avec de tels mots. Pas d'imaginaire sans projet, sans ambition, sans charisme, sans vision. Donc, répéter en boucle que les caisses sont vides, fait pas bouger les citoyens d'un pays démocratique. Présenter les réductions d'effectifs comme un objectif en soi, c'est pas plus mobilisateur. Donc ça, c'est quand il n'y a pas assez d'imaginaire. Vous voyez, il faut faire un peu rêver quand même. Et l'hypertrophie du symbolique, donc c'est des dirigeants qui nient la réalité, hein. Ils savent plus créer d'imaginaire, ils sont à bout de course, à bout de souffle, et ils compensent souvent en hypertrophiant le symbolique, c'est-à-dire qu'ils accordent une importance démesurée aux signes, à l'épaisseur de la moquette par exemple, la surface du bureau, la qualité de la voiture, etc. Donc ça, c'est quand le symbolique, quand quelqu'un fait ça, c'est que ça pue dans la boîte, hein. Ça, je vous le dis, hein. Donc c'est des gens qui deviennent obsédés par des signes de pouvoir. Bien des dirigeants, hein, se prennent pour leur costume, hein. Ils confondent leur rôle et ils n'ont plus de recul. Ainsi, leur rôle s'est fait un peu, comment dire, pour jouer du rôle, justement. Et là, il n'y en a plus rien. Ils n'ont plus que ça. Et donc, se prendre pour son rôle, c'est de devenir fou. Clairement. Le pianiste qui se prend pour le piano, il est fou. Le patron qui se prend pour un patron, c'est un fou. Donc le cadre qui se prend pour un cadre, qui va te résoudre tous les problèmes, c'est un fou. Donc celui qui se prend pour le maître du monde, c'est un fou qui finira mal. Ça, c'est sûr. Donc l'idée, c'est de rétablir l'équilibre. Donc rétablir l'équilibre, on va faire simple. Une fois que le diagnostic est établi, à partir de nombreux entretiens, à partir d'une analyse minutieuse de faits, le cadre, lui, doit s'efforcer d'améliorer l'équilibre entre les trois dimensions. Non sans avoir expliqué le fait de partager son diagnostic avec l'équipe de direction et à l'ensemble du personnel, et convenu avec elle les actions correctives à entreprendre. Donc sur la réalité, par exemple, le consultant doit permettre à l'entreprise de se regarder en face. Il doit la mettre en mesure d'accepter les indicateurs de performance, les outils de benchmarking, comme on disait avant. Considérer, par exemple, la veille technologique et concurrentielle, non plus comme une menace, mais comme une opportunité. L'opportunité d'adapter sa structure, sa stratégie et ses systèmes à la réalité de l'environnement. Sur l'imaginaire, l'intervention doit être créatrice d'imaginaire. Les recommandations du consultant doivent être vécues comme un projet. Un projet qui doit non seulement faire vivre l'entreprise en accroissant son chiffre d'affaires et sa marge, par exemple, mais aussi développer les personnels, leur permettre de prendre des initiatives, des risques, de développer leurs compétences. Et bien sûr, sur le symbolique, l'intervention du cadre doit créer du lien social. Et si le cadre se doit d'abord de respecter, les codes de l'entreprise, il doit aussi les faire évoluer, même graduellement. Le simple fait de rendre explicite ce qui ne l'est pas peut y contribuer. Poser des questions comme où est-il écrit que les grandes décisions se prennent dans le couloir vers 20h30 quand tout le monde est parti? Ou pourquoi vous ne faites jamais de présentation sans PowerPoint? Ça permet plus souvent d'avancer. L'intervention va être un peu génératrice de nouveaux codes, de nouvelles façons de travailler. Par exemple, elle peut se passer de l'entreprise. Oui, c'est ça, effectivement. Elle peut faire
passer l'entreprise d'un dysfonctionnement hiérarchique à un mode plus transversal. Je pense que ça, c'est mieux. Et donc, il faut faire attention à un moment où quand les cercles ne se croisent plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui prend trop d'ampleur, trop d'imaginaire, trop de symbolique, trop de réel, à un moment, il n'y a plus rien qui se croise. Et donc, du coup, les choses s'écroulent. Ça se déconnecte du terrain. Évidemment, on voit bien les conséquences que ça peut avoir dans une société. Quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus que du vent, parce qu'il ne reste plus qu'une de ces trois instances. Il m'a paru intéressant de présenter cette chose-là. Bon, après, on peut encore aller plus dans le détail, mais là, c'est pas le but aujourd'hui. Mais ça paraît intéressant, vous voyez, d'analyser le travail du consultant, du cadre, en utilisant ce que nous avons perçu de l'héritage de Lacan. Ceci dit, on voit bien combien il va être difficile à l'intervenant de réaliser pour lui-même l'équilibre entre ces trois dimensions. S'il se comporte en gourou, il se place lui-même dans l'hypertrophie du symbolique. S'il est expert, sachant tout et voulant tout faire, il ne sera jamais créateur d'imaginaire. Sa place est celle du méthodologue, qui saura créer de l'énergie, qui saura redonner confiance, permettre aux acteurs de trouver des solutions qui, conçues par eux, ne poseront pas de problème de mise en place. Et lorsque vous arriverez un peu à slalomer entre ces choses-là, alors là, oui, là, ça deviendra du bonheur. Parce que là, vous allez avoir quelque chose d'hyper intéressant à offrir. Effectivement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Volontairement, je raccourcis un peu parce qu'il y a peut-être des choses que vous voudrez réécouter aussi, des passages que vous voudrez réécouter. Et donc je vais peut-être m'arrêter là pour cette partie magistrale, si on peut dire. Je vous ai préparé quand même une étude de cas où j'aimerais justement que vous posiez le diagnostic du RSI. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus... quelle instance pêche, en fait, et puis quelle instance de ces trois-là, et puis qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution pour démêler cette situation. Merci à tous pour votre attention, et je vous dis peut-être à très bientôt.